Chers élèves, bonjour. Vous êtes les bienvenus et j'espère que vous allez tous en bonne santé. Aujourd'hui, on va entamer la troisième leçon du quatrième chapitre Fonction transmission de mouvement intitulée Transmission avec transformation de mouvement. Cette leçon télévisée est encadrée par Monsieur l'inspecteur principal de génie mécanique, que je le salue très fort, Monsieur Lotfi Saïd. Préparée par mes chers collègues que je tiens à les remercier infiniment, Monsieur Sami Boulares, Monsieur Ali Bougriou et moi-même, Monsieur Zoubaïr Ben Ahmed, le présentateur de cette leçon. Pour commencer, je dois vous rappeler les objectifs à atteindre à travers cette leçon. Un système étant fourni et ou défini par son dossier technique, son domaine et son environnement étant précisés avec le cahier de charges fonctionnel. Le premier objectif à atteindre, c'est de déterminer les constituants d'une chaîne de transmission de mouvement. Le second, c'est de pouvoir déterminer les caractéristiques d'une transmission. On commence la première séance. Dans l'industrie, plusieurs systèmes ont besoin de transmettre la puissance émise par les actionneurs en transformant le mouvement. On les appelle transmetteurs mécaniques. Modélisons ensemble ces transmetteurs mécaniques. Comme on a vu, la matière d'œuvre entrante ici, c'est un mouvement. Donc, on peut dire, par exemple, la matière d'œuvre entrante, une énergie, un mouvement de rotation, et on va la convertir en un mouvement de translation, ou inversement. Donc, certainement, la fonction principale de ces transmetteurs, c'est de transmettre une puissance en transformant le mouvement. En mécanique, bien sûr, on doit trouver plusieurs solutions à une fonction technique. D'ailleurs, c'est le charme de notre discipline. Voici quelques processeurs qui peuvent assurer cette fonction. Premier processeur à étudier, c'est le système vis-écrou. Comme vous voyez ici, à partir de cet exemple, on a, à partir d'un mouvement de rotation de la vis de manœuvre, on a une translation du mort mobile. Le second, on va étudier les systèmes bielle-manivelle. D'ailleurs, c'est la solution la plus adoptée pour la transmission de puissance des moteurs à explosion, des compresseurs et des motopompes. Le troisième système qu'on va voir, c'est le système excentrique. À partir de la rotation, d'une rotation continue d'un arbre excentré, on a un mouvement de translation alternative du piston. Le quatrième processeur qu'on va étudier, c'est le système pignon-crémaire. À partir d'un mouvement de rotation du pignon, on provoque une translation de la crémaire, ou inversement. Et finalement, le cinquième système qu'on va étudier, c'est le système à came. Comme vous voyez ici, à partir de la forme de la came, qui doit être très bien définie, on va voir par la suite la définition de la came, et à partir de son mouvement de rotation, on provoque une translation alternative du fourreau à vitesse variable demandée par le cahier de charges fonctionnel. Commençons par l'étude du premier système, le système vis-écrou. On va commencer par un système que vous le connaissez bien, l'étau de perceuse. Le sous-système à étudier dans cette partie se trouve sur une perceuse. Il permet la fixation des pièces en vue de réaliser une opération de perçage. Vu l'opération de serrage, pour assurer l'opération de serrage, il faut avoir deux mouvements. Comme vous voyez ici, un mouvement, le mouvement d'entrée ici, c'est la rotation de la vis de manœuvre, et le mouvement de sortie, c'est la translation du fourreau. Pardon, la translation du mort mobile. Vu que le mouvement de sortie est de nature différente du mouvement d'entrée, on dit que la transmission de puissance est réalisée avec transformation de mouvement. Donc, ces dispositifs qui transforment la rotation en une translation, ou inversement, on peut les nommer aussi les dispositifs de transformation de mouvement. Passons
au principe de transformation de mouvement. On va commencer par la désignation de quelques composants. Les principaux composants de l'étau, c'est le premier composant, comme vous voyez ici, c'est le bras de manœuvre. Le deuxième, c'est la pièce jaune ici, qui a un filetage, donc on peut la nommer une tige filetée ou vis de manœuvre. Le troisième, certainement, doit avoir un taraudage. Donc, certainement, c'est un écrou. Le quatrième, c'est la pièce verte ici, c'est la petite pièce verte qui doit être logée dans une gorge de la vis, s'appelle plaquette. La pièce numéro 5, comme vous voyez ici, c'est la partie coulissante, on va la nommer le mort mobile. La pièce 8 que vous voyez ici, la pièce en bleu, certainement comme on a vu en troisième année, c'est la partie, c'est la glissière si vous voulez, ou bien le guide du mort mobile. Et enfin, la pièce fixe ici, c'est la pièce verte, la pièce 11, certainement, c'est le mort fixe. On va décoder collectivement le dessin d'ensemble de cet étau. Vous allez trouver ce dessin d'ensemble dans le manuel de cours, page 242. Principe de fonctionnement, la rotation de la vis de manœuvre 2 assurée par le bras 1 provoque la translation du mort mobile 5 pour obtenir le serrage de la pièce à usiner. On a ici notre matière d'œuvre. Donc, on va se focaliser dans cette partie-là. C'est le système, si vous voulez, vis-écrou. Donc, on va commencer par grouper les différentes pièces sous forme de classe d'équivalence cinématique. Je vous rappelle, une classe d'équivalence cinématique, c'est l'ensemble de composants qui ont une liaison encastrement entre eux. Ou bien tout simplement, c'est l'ensemble des pièces solidaires entre elles lors du fonctionnement de ce mécanisme. Les classes, on a divisé ce système en 4 classes. Classe A en vert, classe B en bleu, la classe C en rose, la classe D en orangé. La classe A se compose essentiellement de la pièce 8, qu'on a dit, c'est le guide. Vous voyez ici, le guide doit être assemblé avec le corps 10, bien sûr aussi avec la mordache 9, le mort fixe, et n'oublie pas l'écrou 3. Donc, on peut déduire que la classe A se compose essentiellement de ces pièces-là de couleur verte. Ce sont donc les pièces 8, 9, 10, 11, 12 et 3. La classe B, maintenant, la classe bleue, elle se compose essentiellement de la pièce 4, qui est la plaquette, qui doit être liée complètement avec le mort mobile à travers les vis 15. Donc, certainement, l'ensemble B se compose essentiellement de 4, 5, 6 et 7. La classe C, maintenant, c'est normalement, c'est la vis de manœuvre 2, mais il n'y a pas autre pièce avec elle. C'est pour cela on peut déduire que la classe C se compose tout simplement de la pièce 2 seulement. Ensuite, la classe D qui se compose du bras de manœuvre 1, comme vous voyez ici, c'est la pièce 1, la pièce de manutention. La pièce 1 se compose, la classe D se compose de la pièce 1 et des embouts 16. Donc, on a terminé les classes d'équivalence cinématique. On va représenter maintenant les symboles des liaisons mécaniques.
entre la classe D et la classe C, qu'est-ce qu'on doit avoir? Vous voyez ici, cette liaison se trouve à ce niveau-là. C'est une liaison certainement pivot glissant suivant l'axe Y. Donc, on va représenter ce symbole. On passe maintenant à la liaison entre la classe A et la classe C. Comme vous voyez ici, la liaison entre la classe verte et la classe rose. D'ailleurs, c'est la partie qu'on va se focaliser par la suite. Certainement, c'est la liaison entre la vis et l'écrou, c'est une liaison hélicoïdale, suivant l'axe X. On passe maintenant à la liaison entre la classe B et la classe C. Comme vous voyez ici, vous voyez ici que la plaquette, elle est logée dans la gorge pour éviter la translation relative de la vis par rapport au mort mobile. Donc certainement, cette liaison n'est autre que la liaison pivot autour de l'axe X. Et enfin, la liaison que doit être entre la classe verte, c'est la classe A, et la classe bleue, c'est la classe B, cette liaison, certainement, c'est une liaison glissière suivant l'axe X. Donc, comme on a dit, on va se focaliser sur le système vis-écrou. Étudions maintenant les mouvements possibles. On vous rappelle, le pas de la vis est la distance qui sépare deux sommets consécutifs d'une même hélice, c'est-à-dire, en fait, il correspond à la distance parcourue en translation par une vis par rapport à son écrou lors d'un tour complet. Généralement, un filetage comporte un seul filet correspondant à la rainure hélicoïdale réalisée. Néanmoins, certaines vis peuvent avoir plusieurs filets, 2, 3, 4, etc. La vis à plusieurs filets permet d'obtenir, pour un tour de la vis, un grand déplacement de l'écrou. On vous présente ci-dessous, à titre d'exemple, les étapes d'usinage pour la réalisation d'une vis à 3 filets. Usinage du premier filet, usinage du deuxième filet, et enfin, la vis à 3 filets. Étudions maintenant la course effectuée pour une vis à un seul filet. On a dit que le pas de l'hélice est lui-même le pas réel du filetage, qui est égal aussi le pas apparent. Pour une vis à plusieurs filets, le pas réel est égal le nombre de filets n multiplié par le pas apparent. Vous voyez ici, comme vous voyez ici, on a un filetage à 2 filets. Premier filet représenté en rose, le premier usinage ici. Le deuxième usinage de la deuxième filet, vous remarquez ici, c'est l'hélice jaune. La course C, un tour correspond à un déplacement d'un pas de l'hélice. N' étant le nombre de tours effectués, donc le déplacement ou la course C vaut le nombre de tours effectués multiplié par le pas réel, qui est égal aussi le nombre de tours effectués multiplié par le nombre de filets fois le pas apparent PA. Application, on va faire une application. Sur un étau de perceuse, on mesure l'écartement entre les deux morts, on trouve C est égal à 60 mm. Puis, on effectue 20 tours à l'aide de la vis de manœuvre afin d'assurer le contact des deux morts, sachant que la vis est à un seul filet. Trouvez alors son pas réel P. Donc, la réponse, certainement, la course est égale, le nombre de tours multiplié par le pas réel. Donc, implicitement, on peut déduire que le pas réel est égal à la course divisée par le nombre de tours. Donc, réellement, est égal à 60 sur 20, qui est égal à 3 mm. Expression de la expression de la vitesse de déplacement, la vitesse linéaire ici. Quand vous voyez la vitesse de l'écrou par rapport
au corps, par rapport au bâti, est-ce que la vitesse, elle est en fonction de la vitesse de rotation de la vis ou non? Certainement. La vitesse rectiligne de l'écrou doit être égale à la vitesse de rotation multipliée par le pas réel. Ou bien la vitesse de rotation multipliée par le pas apparent fois le nombre de filets. Voici quelques exemples. Voici un exemple d'un système vis-écrou. Ça s'appelle vis de précision ou vis différentielle. Dans un grand nombre d'applications, il est nécessaire d'avoir un pas très faible pour la vis, comme les appareils de mesure, les micromètres, etc. Comme vous voyez, la vitesse de l'écrou par rapport au bâti est nettement inférieure à la vitesse réelle de la vis par rapport au bâti. Comme vous voyez, si la vis se déplace de 8 mm, alors l'écrou, elle va déplacer, comme on va faire, c'est le pas réel, c'est le pas de la première partie, moins le pas de la deuxième partie. C'est égal réellement 0,25 mm. On utilise pour cela une vis différentielle ou vis micrométrique basée sur l'utilisation d'une vis munie de deux parties filetées de pas proches, P et P', et de même sens d'hélice, comme vous voyez ici. Donc, pour un tour de la vis, l'écrou avancera d'un pas dit différentiel, qui est égal à P moins P'. Ainsi, on peut obtenir des micro-déplacements. On va passer maintenant à l'étude technologique. Les solutions technologiques utilisant la vis et l'écrou sont diverses. Les combinaisons des mouvements de rotation et de translation possibles entre les deux pièces peuvent se résumer au cas ci-dessous. Premier cas, comme vous voyez ici, l'écrou est solidaire au bâti, donc certainement on a bloqué la rotation et la translation. On a bloqué la rotation et la translation de l'écrou. Donc, la vis peut faire la rotation et la translation en même temps. On passe au deuxième cas. On a la vis est bloquée en rotation, l'écrou est bloqué en translation, donc on peut avoir, si on fait pivoter l'écrou, alors la vis translate. On passe au troisième cas. Comme vous voyez ici, on a bloqué la rotation de l'écrou, on a bloqué la translation de la vis. Donc, si la rotation de la vis ici, elle va provoquer la translation de l'écrou, comme vous voyez ici. Le quatrième cas, comme vous voyez ici, on a bloqué la rotation et la translation de la vis. Vous voyez ici, la vis est solidaire au bâti fixe. Alors, l'écrou peut avoir la rotation en même temps la translation. C'est clair. Résumons, on va résumer les solutions technologiques qu'on a vues. L'écrou, premier cas, l'écrou est solidaire à la partie fixe, solidaire au bâti. Donc, la rotation provoque la translation de la vis. Donc, on fait 0 pour la rotation de l'écrou, 0 pour la translation de l'écrou, 1 pour la rotation de la vis, 1 pour la translation de la vis. Dans le deuxième cas, on a éliminé la rotation de la vis, on a éliminé la rotation de la vis, on a bloqué la translation de l'écrou. Si on fait le mouvement de rotation de l'écrou, on va provoquer la translation de la vis. Troisième cas, si l'écrou est bloqué en rotation, la vis est bloquée en translation. Donc la rotation de la vis provoque la translation de l'écrou.
Et le dernier cas, si la vis est solidaire au bâti fixe, certainement la rotation de l'écrou provoque sa translation. Étudions maintenant la réversibilité du système vis-écrou. Le système vis-écrou est généralement irréversible, c'est-à-dire la rotation provoque la translation, mais l'inverse n'est pas toujours possible. Cependant, ce système peut être réversible si l'angle d'inclinaison de l'hélice bêta doit être supérieur à l'angle de frottement phi et bien sûr doit être inférieur strictement à pi sur 2 moins phi. Avec, on vous rappelle que tangente de l'angle de frottement n'est autre que le coefficient de frottement f. Voici un exemple d'utilisation. Le tournevis spirale semi-automatique. À partir d'un mouvement de translation rectiligne du manche, on provoque la rotation du bout du tournevis. Comme vous voyez, l'inclinaison ici, l'angle bêta est nettement supérieur à la vis typique. Sur certaines machines qui demandent plus de précision, la liaison entre la vis et l'écrou est réalisée par l'intermédiaire de billes. On va voir une séquence vidéo. Voilà. Donc ces billes sont interposées entre les filets, permettant ainsi d'avoir un jeu axial réduit jusqu'à 0,01 mm et un frottement très faible entre la vis et l'écrou. Le rendement est supérieur à 90%. Donc, résumons, pour une vis à un seul filet, le pas réel, c'est lui-même, c'est le pas apparent. Pour une vis à plusieurs filets, le pas réel est le nombre de filets multiplié par le pas apparent PA. La course C, c'est le déplacement qui est égal le nombre de tours effectués multiplié par le pas réel, ou le nombre de tours effectués multiplié par le nombre de filets fois le pas apparent. La vitesse de déplacement rectiligne doit être égale la vitesse de rotation multipliée par le pas réel, qui est égale aussi la vitesse de rotation multipliée par le nombre de filets fois le pas apparent. Le système vis-écrou est généralement irréversible. On va passer au système bielle-manivelle. Oui, deuxième système, c'est le système bielle-manivelle. Vous voyez ici, on va étudier un exemple de mini-compresseur. La figure animée, normalement c'est une figure animée. La figure animée ci-dessous et le dessin d'ensemble de la page suivante représente un mini-compresseur. Il est utilisé généralement pour gonfler des objets ayant une chambre à air. Donc, la rotation de l'arbre moteur droit, animé par le moteur électrique, est transmise à l'arbre Villebrequin, ou manivelle 11, par l'intermédiaire de l'engrenage cylindrique 1, 5. La rotation continue de la manivelle provoque alors la translation alternative du piston 30 à l'aide de la bielle 16. Cette pièce-là, c'est la bielle 16. Pendant la descente du piston, il se crée une dépression permettant d'aspirer de l'air ambiant à travers le clapet 22, comme vous voyez ici. Pendant la montée, l'air aspiré va être refoulé à haute pression pour l'utilisation à travers le clapet 28. Vous trouvez le dessin d'ensemble, page 249. Quand vous voyez le mouvement d'entrée, c'est la rotation de l'arbre moteur, va être transmise au système, à la manivelle 11 à travers le système engrenage 1,5. Cette rotation va être transmise à la translation du piston à travers la biellette, à travers la bielle 16, pour
aspirer ou refouler l'air. La nomenclature, vous la trouvez dans le manuel de cours, page 250. Passons au schéma cinématique. Complétez le schéma cinématique du mini-compresseur suivant les deux vues. On a la vue de face et la vue de gauche. Notre arbre moteur ici, certainement, son mouvement est une rotation, donc la liaison, c'est une liaison pivot par rapport au bâti. Cette liaison doit être entre la manivelle et le bâti fixe, donc c'est une autre liaison pivot, suivant l'axe X. Bien sûr, cette liaison en vue de gauche, ça représente sous forme d'un cercle, c'est la même liaison, mais à partir de la vue de gauche. Ensuite, la liaison entre la manivelle et la bielle, certainement, c'est une liaison pivot autour de l'axe X, qui se représente sous forme d'un cercle en vue de gauche. Et enfin, la liaison entre le piston E et la bielle, c'est une autre liaison pivot qui va se représenter aussi sous forme d'un cercle. Passons aux éléments constitutifs du système bielle-manivelle. Donc, on a quelques termes, c'est la terminologie, on a quelques termes à voir. Première chose, la pièce 1, qui a un mouvement de rotation normalement, s'appelle manivelle. En termes généraux, s'appelle manivelle. Mais en particulier pour les moteurs, les compresseurs, s'appelle vilebrequin. La pièce 2, ici c'est la pièce qui a une tête et un pied, qui a les deux bouts, s'appelle bielle. La même chose pour les moteurs et les compresseurs, on les nomme ici bielle. La pièce 3, dans ce cas c'est la pièce grise, son mouvement c'est une translation alternative. Cette pièce, en général on peut la nommer, c'est le coulisseau. Et en termes particuliers, s'appelle le piston. La quatrième pièce, c'est la pièce fixe. Normalement, c'est le bâti. Ou bien, on peut la nommer aussi, c'est la glissière. En termes particuliers, pour les compresseurs et les motopompes, etc., on les appelle cylindres ou chemise-piston. Passons maintenant à la terminologie de la bielle. On a le bout, on a dit que la bielle, elle a deux extrémités, une tête et un pied. La tête, c'est en A, c'est la partie en contact avec la manivelle. Le pied de la bielle doit être en B, c'est la partie en contact avec le coulisseau ou le piston 3. Passons maintenant au mouvement possible. Donc, à partir du mouvement de la manivelle, qui est une rotation continue, on va trouver une translation alternative du piston. La longueur de déplacement du piston, ça sera entre le point F et le point G. Donc, la distance FG, qui est égale à C, c'est égal à la longueur de déplacement du piston. Ensuite, les points F et G. Vous voyez ici, les points F et G, les limites de la course, sont appelés points morts, puisqu'il s'agit des deux moments où le piston s'arrête au bout de sa course, avant de repartir en sens inverse. Dans un moteur à explosion ou un compresseur, le PMH, c'est le point mort haut. Le PMB, c'est le point mort bas. La longueur du déplacement en translation du coulisseau est la course C, qui est égale normalement à 2 fois le rayon de la manivelle. Donc, C est égal 2 fois R. Passons maintenant au calcul de la cylindrée et du débit. La cylindrée, normalement, est le volume déplacé par le piston dans l'alésage du diamètre D pour un tour de vilebrequin.
Le piston se déplace alors du point mort bas au point mort haut de la valeur de la course C. Donc, on peut dire que la cylindrée est égale la surface fois la course, qui est égale pi d carré sur 4 fois C. Application. Supposons on a un seul cylindre, donc le diamètre D est égal à 4 cm, la course C est égale à 10 cm, donc on peut calculer la cylindrée qui est égale à la surface multipliée par la course qui est égale à 125,66 cm3, c'est la même chose qui est égale à 0,125 décimètres3 qui est égal à 0,125 litres. Je vous rappelle qu'un litre, un décimètre3 est égal à 1 litre qui est égal à 1000 cm3. Calculons maintenant le débit, cherchant la valeur du débit volumique ou du compresseur à 1500 tours par minute. Je vous rappelle que le débit volumique, c'est le volume d'air refoulé en une minute, qui est égal à la cylindrée multiplié par la vitesse de rotation. L'unité de la cylindrée doit être en centimètres cubes, la vitesse de rotation doit être en tours par minute, donc le débit volumique, certainement, c'est en centimètres cubes par minute. Revenons à notre application. On a trouvé la cylindrée est égale à 125,66 cm3. La vitesse de rotation est égale à 1500 tours par minute. Donc, le débit volumique, on peut calculer 125,66 fois 1500 qui est égal à 188 495 cm3, qui est égal aussi à 188,5 à peu près litres par minute, ou 188,5 décimètres3 par minute. Bien sûr, je vous rappelle aussi, un litre vaut 1 décimètre3 est égal à 1000 cm3. Passons maintenant au principe de la cinématique graphique. On va déterminer maintenant graphiquement la vitesse de translation du piston. Tout d'abord, on vous donne la longueur de la manivelle. OA est égale à 30 mm, qui est égal aussi à 0,03 m. La première question, c'est quel est le mouvement de 1 par rapport à 0 ? 1, c'est la manivelle, donc certainement, la trajectoire, c'est un cercle, donc le mouvement est une rotation d'axe 0. Deuxième question, on peut déterminer, si vous voulez, entièrement le vecteur VA1 par rapport à 0. Donc, VA1 par rapport à 0, il a une direction. Certainement, cette direction doit être perpendiculaire au rayon, tangente à la trajectoire, comme vous voyez ici, perpendiculaire en passant par A. C'est la direction de la vitesse souhaitée. Le sens, certainement, est donné par le mouvement de 1 par rapport à 0. C'est le sens direct. La norme du vecteur VA1 par rapport à 0 va être égale à la vitesse angulaire multipliée par le rayon OA, avec oméga, bien sûr, est égal depuis n sur 60, qui est égal à 157 radians par seconde. On peut l'écrire ici, oméga 1 par rapport à 0 est égal à 157 radians par seconde. Donc, la vitesse VA1 par rapport à 0, on va la calculer, est égale à 157 fois 0,03, ici parce que le rayon est donné en millimètres, mais en réalité, on veut la vitesse toujours exprimée en mètres par seconde. C'est pour cela qu'on a multiplié par 0,03 et non pas 30. Donc 157 fois 0,03 est égal à 4,7 mètres par seconde. En appliquant l'échelle donnée, pour 1 mètre seconde, pour 1 mètre par seconde vaut 10 000 mètres, donc on peut représenter ce vecteur vitesse d'une longueur est égale à 47 mm. Constatation, le point A appartient à l'axe de la liaison pivot entre 1 et 2. Comme vous voyez, ici on a une liaison pivot, donc on peut déduire que VA1 par rapport à 0 est égal elle-même VA1 par rapport à 2 qui est égal à elle-même VA2 par rapport à 1, qui est égal vecteur nul. Pas de mouvement relatif entre
entre ces deux points. Et d'après la composition des vecteurs vitesse, on a VA1 par rapport à 0 est égal VA1 par rapport à 2 plus VA2 par rapport à 0. Par conséquent, on aura VA1 par rapport à 0 est égal vecteur nul plus VA2 par rapport à 0. Cela implique donc VA1 par rapport à 0 est égal VA2 par rapport à 0. Donc on peut écrire ici VA1 par rapport à 0 est égal VA2 par rapport à 0. On sait aussi que le mouvement du piston est une translation alternative. Donc, on peut tracer alors la direction du vecteur VB3 par rapport à 0. Puisqu'on a un mouvement de translation, certainement la trajectoire va être la droite qui passe par les deux points O et B. On constate aussi que le point B appartient à l'axe de la liaison pivot entre 2 et 3. La même chose ici. Certainement, la vitesse de ce point-là appartenant à 2 par rapport à 3, c'est la même vitesse que du point B appartenant à 3 par rapport à 2, qui est égal vecteur nul. VB2 par rapport à 3 est égal VB3 par rapport à 2, qui est égal vecteur nul. Et d'après la composition des vecteurs vitesse, on peut déduire que VB3 par rapport à 0 est égal VB3 par rapport à 2 plus VB2 par rapport à 0. Donc, on peut déduire que VB3 par rapport à 0 est égal vecteur nul plus VB2 par rapport à 0, ce qui nous donne que VB3 par rapport à 0 est égal VB2 par rapport à 0. Donc, certainement, la vitesse de B3 par rapport à 0 est égale elle-même la vitesse de B2 par rapport à 0. Pour déterminer la vitesse du piston 3, en fonction de la vitesse de la manivelle 1, par la méthode graphique intitulée équiprojectivité, il faut s'assurer qu'on connaît au moins un vecteur vitesse totalement défini. C'est le cas de VA2 par rapport à 0. On sait la direction, le sens, le point d'application, le point de départ, etc. Et on doit aussi savoir la direction de l'autre vecteur vitesse, qui est la droite ici, la droite de VB3 par rapport à 0. Les vecteurs concernés doivent permettre l'étude des vitesses du même solide par rapport au même référentiel. Comme vous voyez ici, on a VA2 par rapport à 0 et VB2 par rapport à 0. On a le même solide étudié et le même référentiel, c'est le bâti 0. Connaissant la vitesse angulaire du vilebrequin, on a déjà démontré que oméga 1 par rapport à 0 est égal à 157 radians par seconde. Parmi les données aussi, le rayon est égal à 30 mm. Et on a calculé aussi VA2 par rapport à 0 qui est égal à VA1 par rapport à 0 est égal à 4,7 mètres par seconde. Déterminer maintenant graphiquement par la méthode d'équiprojectivité la vitesse linéaire du piston. Donc, à partir de cette vitesse, on doit trouver la vitesse instantanée du piston en ce moment. Donc, on commence par projeter la vitesse VA2 par rapport à 0, perpendiculairement à la droite AB, au point J. On va représenter ce segment AJ. Ensuite, on va reporter ce segment, on va le nommer le segment BK. S'assurer de la distance AJ est égale à BK. Tracer par la suite la droite perpendiculaire à la droite AB et passant par K et qui coupe la droite OB en M. Vous voyez ? Mesurer le segment BM et le représenter sous forme d'un vecteur. C'est le vecteur vitesse VB3 par rapport à 0. On a représenté la vitesse VB3 par rapport à 0, mais est-ce qu'on peut la calculer? Bien sûr, tout simplement, si on mesure le segment BM, on trouve par exemple 40 mm. D'après l'échelle donnée, on peut conclure
que la vitesse VB3 par rapport à 0 est égale à 4 mètres par seconde, puisque l'échelle 1 mètre par seconde vaut 10 mm. Passons maintenant au diagramme des espaces. C'est ce diagramme-là. Malheureusement, normalement, elle est animée, mais quand même. Comme vous voyez, la vitesse de rotation uniforme de la manivelle provoque une vitesse de translation alternative du coulisseau. Bon, on passe. Le coulisseau s'arrête au bout de sa course. Les bouts de sa course, certainement, c'est cette position et celle-là. Lorsque la tête de la bielle atteint les positions 0 et 6, avant de repartir en sens inverse, le coulisseau atteint sa vitesse maximale. Donc on a dit les positions 0, 6 et aussi la position 12, c'est elle-même la position 0. Dans ces positions-là, le coulisseau a une vitesse nulle. Passons à la vitesse maximale. Le coulisseau atteint sa vitesse maximale au milieu de sa course, c'est-à-dire lorsque la tête de la bielle atteint les positions 3 et 9, avant de ralentir de nouveau. Donc, on peut diviser le cycle en 4 temps, si vous voulez. Entre la position 0 et 3, on a une avance accélérée. Entre la position 3 et 6, on a une avance décélérée. Entre la position 6 et 9, on a un retour accéléré. Et enfin, entre 9 et 12, c'est la position initiale, retour décéléré. Autre solution technologique similaire, c'est le système manivelle et coulisse. Normalement, c'est cette vidéo-là. Donc, comme vous voyez, à partir de la rotation de la manivelle, on obtient une translation de la coulisse. C'est bon? Donc, la rotation continue de la manivelle se transforme en une translation alternative de la coulisse, grâce à la noix utilisant le système. La noix, c'est cette pièce-là, coulissante. Le système est réversible, voire manuel de cours, page 257. Travail demandé, donnez la nature du mouvement de la manivelle B. Vous voyez ici, la manivelle B, qu'est-ce qu'elle va faire? Certainement, elle va faire un mouvement circulaire uniforme. Question 2, tracer la trajectoire du point D. Le point D, c'est ce point-là, appartenant à la manivelle B par rapport au corps A. TA, on va nommer cette trajectoire TA, certainement c'est un cercle, comme vous voyez ici. Donnez la nature du mouvement du coulisseau. Le coulisseau, comme vous avez vu dans la séquence vidéo, le coulisseau, certainement, son mouvement est rectiligne alternatif. Petit d, tracer la trajectoire du point M appartenant au coulisseau C par rapport au corps A. C'est la trajectoire TM. Prenons ce point-là, par exemple, le point M. Sa trajectoire, certainement, c'est une ligne qui doit être collinéaire avec l'axe du coulisseau. Ensuite, calculer la vitesse linéaire du point D et tracer sur le schéma sans vecteur vitesse, sachant que le rayon de la manivelle est R égale 14 mm. Sa vitesse de rotation est N égale 2000 tours par minute. Commençons par la direction. On a dit que c'est la tangente à la trajectoire, ou bien perpendiculairement, si vous voulez, à la manivelle. On peut maintenant calculer cette vitesse. On a les données. V est égal le rayon fois la vitesse angulaire, qui est égale R fois 2πn sur 60. On a ici le rayon est donné en millimètres, donc certainement pour
pour la donner en mètres, on doit la multiplier par 10 puissance moins 3. Donc V est égal à 14 fois 10 puissance moins 3 fois 2pi fois 2000 sur 60. Après tout calcul fait, la vitesse est égale à 3 mètres par seconde. Donc, en appliquant l'échelle, on va représenter le vecteur vitesse d'une longueur qui est égale à 30 mm. Question suivante, déduire par la méthode graphique le module du vecteur vitesse du point M appartenant aux coulisses C par rapport au corps A. Tout d'abord, on doit projeter cette vecteur vitesse à la composante qui est parallèle à la trajectoire. On va l'appeler V1. Par la suite, on va reporter cette vitesse au point M et on va mesurer cette vitesse. On va mesurer cette distance. Et appliquant l'échelle donnée, on va trouver Vm est égal à les 22 mm multiplié par l'inverse de l'échelle, qui est égal à 2,2 mètres par seconde. Passons au troisième système. Troisième système, c'est le système à excentrique. Commençons par l'étude d'un exemple que vous le connaissez bien aussi, c'est la poupée mobile. Fonctionnement, le dessin d'ensemble ci-dessous représente une poupée mobile de tour. Elle sert essentiellement à maintenir les pièces longues à usiner, supporter un montant de perçage ou centrer l'outil de coupe. Vous trouvez le dessin d'ensemble dans le manuel de cours, page 20. Pardon, dans le manuel d'activité, page 20. Donc, la rotation de la vis de manœuvre 27, à l'aide du volant 18, entraîne la translation du fourreau 7. D'ailleurs, à partir du système vis-écrou qu'on a déjà étudié. Mais on a un deuxième processeur, c'est le système de blocage qu'on va étudier maintenant, le système de blocage de la poupée mobile par rapport au banc. Normalement, on a une vidéo. Voilà. À partir de la rotation de la vis, de manœuvre, vous constatez, on a une translation du fourreau 7. C'est le système vis-écrou. Analyse de fonctionnement. On va commencer par établir le schéma cinématique de ce système. On a dit que le mouvement d'entrée, généralement, ici, c'est la rotation du volant. Le volant appartient à la classe C, la classe verte. Donc, certainement, la classe A est le support fixe. Le mouvement relatif de la vis de manœuvre, si vous voulez, et le volant par rapport au corps fixe et la liaison. On va commencer par diviser les classes d'équivalence cinématique en 3 classes. La classe A, c'est la classe rouge. La classe B, c'est la classe bleue. La classe C, c'est la classe verte. On a assemblé les principaux composants. Donc, comme on a dit, entre la classe C verte et la classe rouge A, on a une liaison, certainement une liaison pivot autour de l'axe X. Vous voyez ici, dans le dessin d'ensemble, cette liaison. Passons maintenant à la liaison entre la classe C et la classe B. Certainement, on va voir cette liaison, vous la trouvez ici, entre la tige filetée 17, ou bien la vis de manœuvre 17, et l'écrou. C'est une liaison, certainement une liaison hélicoïdale autour de l'axe X. Et enfin, on va voir maintenant la liaison entre la classe B et la classe A. On va voir ici, entre le support et le bâti, comme vous voyez ici aussi, on a la forme V. Donc c'est une liaison glissière suivant l'axe X. Passons maintenant au système de blocage de la poupée par rapport au banc. Comme vous voyez ici, on a le levier de blocage, levier 13. Première action,
on doit débloquer le levier 13. Ensuite, on va pousser la poupée mobile par rapport au bon 1. Qu'est-ce que vous constatez? Certainement, la poupée peut translater. Si on bloque le levier 13, on pousse ensuite la poupée mobile par rapport au bon 1. Certainement, on va constater que la poupée ne peut plus translater. Donc, comment est assuré ce blocage de la poupée par rapport au bon? On va voir. Bon, on va voir par la suite la vidéo, mais l'action sur le levier 13, ça c'est le levier 13, entraîne la rotation de l'axe à excentrique 23. Vous voyez l'excentricité ici. La rotation de l'excentrique 23 va provoquer la translation du tyron 28. Alors, l'écrou spécial 29 et la bride 30 viennent frotter contre le bon 1 pour freiner la poupée mobile. On va voir cette vidéo. Vous voyez comment ça fonctionne, ce système de blocage. On a dit la rotation du levier 3 provoque la rotation de la manivelle 23. On va faire une pause ici. Vous voyez ici l'excentricité entre le centre de l'arbre et le centre du moyeu. Il y a une excentricité. C'est elle qui va provoquer la translation du tyron 28. Ainsi, on va créer le blocage de ce système. Donc, calculons maintenant la course. Calculez la course du tyron 28 d'après le dessin d'ensemble. Vous voyez, l'excentricité ici, E. En réalité, on va mesurer cette excentricité à partir du dessin d'ensemble qui est représenté à l'échelle 1/4. On va trouver 1 mm. Donc, et d'après l'échelle, on doit multiplier par l'inverse de l'échelle. On va trouver E est égal à 4 mm. Donc, la valeur de la course C, doit être 2 fois l'excentricité. Donc, 2 fois E est égal à 8 mm. Conclusion, la rotation continue de la pièce excentrée provoque la translation alternative de la pièce en contact avec elle, poussoir ou suiveur, soit l'excentricité E, soit E c'est la valeur de l'excentricité. Alors, la course C est égale à 2 fois E. On va voir une animation. Comme vous voyez, à partir de la rotation de l'excentricité, on a la course est égale 2 fois le rayon, 2 fois l'excentricité. Remarque, le contact entre le poussoir et la pièce excentrée engendre un frottement important à ce niveau-là. Donc, pour remédier, on interpose un élément roulant comme un galet ou un petit roulement, comme vous voyez ici. Chers élèves, on a terminé aujourd'hui la première séance de cette leçon. Merci d'avoir suivi. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne révision, soyez prudents et surtout restez à la maison.